Alors, dans cette dernière vidéo de ce chapitre d'introduction, nous allons un petit peu parler de la notion de cohérence et son impact sur le spectre optique. Alors, on a beaucoup discuté de l'onde monochromatique qui est définie par une couleur unique et donc une fréquence unique. Et cette onde monochromatique qui est l'outil indispensable pour traiter l'optique ondulatoire, c'est une onde idéale. Donc, son expression a une exponentielle qui oscille à une fréquence oméga. Alors, cette onde, elle n'est pas limitée dans le temps. Elle a toujours existé et elle existera toujours. Et quand on regarde son spectre, c'est un Dirac, donc un pic infiniment fin, vraiment une seule fréquence qui existe à oméga 0. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment une onde idéale qui n'existe pas forcément dans la nature. Alors, ce qui est quand même bien avec cette onde, c'est que si on a deux sources qui sont monochromatiques à la même fréquence, eh bien, les deux sources peuvent ne pas être en phase, mais la différence de phase qu'on aura entre ces deux ondes, elle restera toujours identique. Donc on pourra dire que ces deux sources sont parfaitement cohérentes l'une avec l'autre. On a une différence de phase qui ne va pas changer au cours du temps. Mais en réalité, eh bien, c'est pas toujours ce cas-là. En effet, eh bien, les trains d'onde, ils ne sont pas infinis. Ils ont une durée qui va être limitée, plus ou moins longue, suivant le type de source qu'on va utiliser. Et du coup, eh bien, nos paquets d'ondes qui vont voyager pour la source 1, pour la source 2, eh bien, ils ne vont pas forcément conserver la même phase les uns par rapport aux autres. Il n'y a aucune raison pour que la phase soit identique. Elle va varier de manière aléatoirement. Et du coup, eh bien, nos deux ondes, ou plutôt les différents paquets qui seront émis par les différentes sources, eh bien, ils ne seront plus cohérents les uns avec les autres. Le déphasage entre eux va varier d'un paquet à l'autre. Donc, on va parler de durée de cohérence. Ce sera la durée sur laquelle, eh bien, les deux paquets auront une phase qui ne bougera pas et sur lequel on pourra raisonner. Donc plus la durée de cohérence est longue, eh bien plus on aura des trains longs qui seront stables. Alors on va essayer de voir aussi quel est l'impact de cette cohérence sur le spectre optique de l'onde. Donc là, on va considérer un cas très simple, c'est le cas où notre train d'onde, c'est un train qui est limité eh bien, par une porte. Donc c'est un cosinus multiplié par une porte, ici, qui a une durée finie qui est t. Alors, notre cosinus, on peut utiliser la notation d'Euler et le transformer en une somme de deux exponentielles imaginaires. Et puis on va faire sa transformée de Fourier et on va notamment utiliser différentes propriétés qu'on a vues. L'une au cours de l'opération de translation et puis l'opération de dilatation. Et ce qu'on va aussi utiliser pour faire le calcul, eh bien, c'est un résultat qu'on a déjà démontré. La transformée de Fourier d'une porte de la genre 1, c'est un sinus cardinal dans le domaine spectral, sinus cardinal de oméga sur 2. Donc si on met tout ça ensemble, là je ne vais pas détailler le calcul, mais on applique l'opération de translation, l'opération de dilatation sur la forme du sinus cardinal de la porte qu'on a. Et ce que ça va nous donner, le résultat auquel on aboutit, c'est que le spectre, c'est la somme de deux sinus cardinaux. Alors, ces deux sinus cardinaux, eh bien, si on essaye de voir leur structure, on voit qu'il y a une opération de translation qui est faite, ce qui va conduire à avoir un sinus cardinal centré en oméga 0, et puis un autre sinus cardinal qui, lui, sera centré en moins oméga 0. Il n'y a que les fréquences positives qui vont nous intéresser, donc on s'intéresse uniquement au premier terme. Alors, le spectre optique, c'est le carré de la transformée de Fourier. Donc la forme du spectre optique, ce sera un sinus carré centré sur oméga 0
et qui aura une certaine largeur qui sera 2π sur t. Là, quand je parle de largeur, c'est la position du premier zéro qu'on a par rapport au centre. Donc voilà, quand on va restreindre la durée temporelle du train d'onde, on va élargir le spectre dans le domaine des fréquences. On n'aura plus un Dirac, on aura quelque chose qui va être de plus en plus large, et dans ce cas ici, avec des oscillations à la base. Alors peut-être un cas plus réaliste, c'est le cas où notre train d'onde n'a pas une amplitude constante, mais il a une amplitude qui décroît de manière exponentielle. Ça va faire penser par exemple à un processus de désexcitation. On a par exemple une collision qui a porté un atome à un niveau d'énergie et il va se désexciter. On va avoir un train d'onde qui va apparaître et qui suit cette décroissance exponentielle. Donc la forme ici de ce train d'onde, si je veux l'exprimer mathématiquement, ça va être une exponentielle décroissante avec une constante de temps grand T multipliée par l'oscillation qu'on a à l'intérieur du temps, qu'on a à l'intérieur de la forme, et c'est uniquement valable ici pour les temps positifs. Donc là, j'ai juste substitué à mon cosinus les deux exponentielles complexes. Et je vais encore une fois utiliser les mêmes opérations qui sont liées à la translation, qui sont liées à la dilatation horizontale d'une transformée de Fourier. Et puis là, je vais utiliser le résultat de la transformée de Fourier pour une exponentielle décroissante qu'on trouve facilement sur Internet. On a des tables de transformée de Fourier qui existent, qu'on peut regarder sur Wikipédia, hein, et on trouve que la transformée de Fourier d'une exponentielle décroissante, c'est la fonction 1 divisée par 1 plus i oméga. Et voilà le résultat qu'on obtient. C'est très similaire à tout à l'heure, sauf que le sinus cardinal, on l'a ici remplacé par t sur 1 plus i oméga moins oméga 0 t. Et ça correspond notamment à un pic qui va être centré en oméga 0 et qui va subir une dilatation de 1 sur grand T. Donc sur le spectre, il aura cette forme-là, t carré 1 plus oméga moins oméga 0 au carré fois t carré. Et ça, c'est une forme qui est connue par les physiciens. C'est ce qu'on appelle une lorentzienne. Alors lorentzienne, c'est cette forme de 1 divisé par 1 plus x carré qu'on rencontre beaucoup, notamment dans tout ce qui est spectroscopie. Quand on regarde la forme des raies caractéristiques en spectroscopie, ce ne sont pas des pics de Dirac, ça va être des lorentziennes, et ça, on peut le comprendre à travers la décroissance d'un paquet d'ondes. Donc voilà la forme de la lorentzienne. Bon, par rapport au sinus cardinal, on n'a pas l'air bon. Donc on reparlera de la forme lorentzienne dans le chapitre où on traitera du Perron-Fabry. Alors, quelques ordres de grandeur. Concernant la cohérence des sources, ça va beaucoup varier en fonction de la nature de la source. Le laser hélium-néon, c'est un laser, donc c'est censé être cohérent, mais il y a une certaine largeur pour l'arrêt. Typiquement, on peut avoir une largeur de l'ordre du millième de nanomètre, ce qui va donner un temps de cohérence de l'ordre de la nanoseconde. Donc c'est un temps qui reste relativement faible. Sur maintenant une raie particulière, comme la raie rouge de l'atome d'hydrogène, la largeur spectrale est déjà plus importante, 100 fois plus importante que le laser hélium-néon, et dans ce cas-là, le temps de cohérence qu'on peut lui associer, c'est seulement quelques picosecondes, une dizaine de picosecondes. La lumière du soleil, c'est un spectre beaucoup plus large, et là, on arrive à de la femtoseconde, et si on filtre cette lumière blanche, on peut quand même gagner un ordre de grandeur. Mais vous voyez, la lumière blanche
du soleil, d'une source de lumière naturelle, elle va avoir du mal à avoir une cohérence importante. Donc là, j'espère que vous avez bien compris cette notion de cohérence qui va être inversement proportionnelle à la largeur spectrale, exprimée normalement en fréquence, et ça va nous donner eh bien l'ordre de grandeur de la durée sur laquelle cette phase est constante. Alors normalement, tout ce qui est cohérence, pour bien la comprendre, on doit faire intervenir des propriétés statistiques parce qu'on a des champs qui sont aléatoires. Mais là, l'idée qu'on peut retenir, c'est que plus notre source est bonne, plus longue est sa longueur de cohérence et plus fin est son spectre. Alors, on peut descendre à des largeurs de raie qui sont très faibles, et notamment, on peut avoir des largeurs de raie avec une largeur inférieure au Hertz, mais ça demande des dispositifs stabilisés. Dans ce cas-là, on a une très forte cohérence. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'une notion, la longueur de cohérence. À quoi ça correspond? Eh bien, c'est juste, vous voyez, on a un temps de cohérence. Eh bien, pendant ce temps-là, la lumière se propage. Donc, elle a une certaine vitesse, la vitesse de la lumière. Donc, la longueur de cohérence, c'est juste la distance parcourue pendant ce temps de cohérence. Donc, c'est juste ce temps de cohérence multiplié par la vitesse de la lumière. Et ça nous donne une idée quand on fait nos réglages sur la distance, sur la marge qu'on peut avoir, par exemple, si on veut faire des interférences. Si on excède cette longueur de cohérence, ça va être compliqué, on va perdre en qualité, on va perdre en contraste. Et là, on voit que la tolérance pour la lumière du soleil, en termes de longueur de cohérence, c'est extrêmement faible. Alors, jusque-là, on a discuté essentiellement des aspects temporels. On peut aussi discuter sur tout ce qui est aspect spatial, et dans ce cas-là, c'est l'influence que peut avoir la largeur spatiale d'une source qui est étendue, c'est-à-dire qui n'est pas spatialement un seul point. Rappelez-vous, l'onde plane monochromatique, il y a l'aspect monochromatique, donc la cohérence temporelle, et puis il y a aussi l'aspect spatial à travers l'onde plane. Donc, dans ce cas-là, ce ne sera plus de la cohérence temporelle, ce sera de la cohérence spatiale. Et que ce soit les deux types de cohérence, en fait, on reviendra dessus, notamment dans le chapitre qui s'intéresse à tout ce qui est fait des interférences. Donc, on aura l'occasion plus tard de rediscuter de tous ces éléments.